Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui 10 jours après. Désolé pour mon absence, ça fait très plaisir de vous retrouver. Non, je n'étais pas mort, non, j'ai pas loupé le Classico et le match contre Nantes que j'ai regardé et on va en parler dans cette vidéo. On est donc de retour avant le match contre le Bayern qu'on aborde différemment que le match aller parce qu'on a un but de retard, mais aussi et surtout parce que, physiquement les organismes sont mieux, ils se sont un petit peu régénérés avec 3 matchs en 3 semaines, même s'il y a quelques interrogations défensivement. Tactiquement, le système A3 est de retour, même s'il ne ressemble pas à celui du mois d'août et septembre, il est tout aussi efficace dans le jeu parce que le match contre Marseille est le plus abouti en 2023 pour le PSG de Galtier. Et on a des individualités, notamment dans certains secteurs clés, Lionel Messi, qui tourne à plein régime. Alors installez-vous, c'est parti, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Bon alors, on s'était laissé sur cette victoire 4-3 contre Lille qui n'avait pas été fameuse dans le jeu mais incroyable émotionnellement. Depuis, on a eu ce Classico remporté 3-0 en terre marseillaise, ça fait très plaisir de remettre l'église au centre du village avec l'ennemi juré d'abord, surtout que c'est un match abouti en tout point de vue et sur la majeure partie des 90 minutes, avec une production offensive 100% Messi-Bappé incroyable ce soir-là, notamment le deuxième but de Bappé que je trouve absolument sublime. Tes pistons, Nuno incroyable, Mukiele qui revient d'un mois et demi de blessure comme s'il revenait d'un petit rhume de 5 jours. Au milieu, Vitinha a surnagé, Verratti a retrouvé ses standards, Fabian Ruiz a gagné des duels, aussi incroyable que ça puisse y paraître. Oui, il a été tonique sur ses appuis. Défensivement, Ramos, Marquinhos, belle prestation. Et puis surtout Donnarumma, qui fait un match très consistant, qui préserve sa cage inviolée. Premier clean sheet depuis la mi-janvier, ça fait quand même du bien, même si ce week-end contre Nantes, il n'a pas pu éviter le clean sheet. Et il en est le premier responsable, notamment sur le but de Ludovic Blas, où il est à incriminer Gigio. Voilà. Bref, t'as eu un trou d'air contre Nantes, puisqu'il marque 2 buts, ils reviennent au score. Danilo sur un centre de Bappé. Bappé qui pète le record de Cavani au bout du match. Victoire 4-2, ça fait très plaisir. Communion avec le Parc des Princes, tout ça. On va pas revenir sur ces 2 matchs, mais sur la dynamique. Déjà, on a la tête à l'endroit. Par rapport au match aller où on faisait n'importe quoi, là, on a quand même marqué 11 buts en 3 matchs. Production offensive retrouvée, alors que début février, on se crée... Allez, si on se crée 2 occasions dans les matchs, on était content. Et c'était le bout du monde. Là, déjà, on n'a pas équitiqué sur le terrain, donc c'est un premier facteur pour dire qu'on va mieux. Solaire, pareil, on le voit quasi pas, donc ça fait très plaisir. C'est gage de réussite pour nous. Et puis, tactiquement, on s'y retrouve. On a des certitudes. Voilà. Globalement, l'équipe de mercredi, il n'y a pas à spéculer. À part sur le côté droit, la balance entre Hakimi et Mukiele, on sait qui sera titulaire, mais surtout, on sait qui aura quel rôle. Ramos a trouvé un rôle de libéraux, Marquinhos sur un côté de la défense à 3. Bref, ça fait vraiment plaisir d'avoir un PSG avec quelques certitudes. Maintenant, on sait tous que mercredi, tout ça peut éclater en vol. Si on ne se qualifie pas, parce que la saison sera terminée. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, la confiance est de mise. On n'a qu'un seul petit but de retard. Si on marque rapidement dans le match, personnellement, j'ai envie d'avoir confiance, j'ai envie d'y croire. Et j'ai l'impression quand même que ce groupe s'est un petit peu mis au diapason pour mettre au moins toutes nos chances de notre côté pour réussir ce match retour en terre bavaroise. Parce que de leur côté, les certitudes, ils en ont moins que nous. Bien évidemment, ils sont en confiance. Ils ont gagné 2 matchs, même s'ils ont perdu contre le Borussia Mönchengladbach après le match aller, c'était le 18 février je crois. Il y a quand même quelques interrogations sur comment arrêter Bappé. Est-ce qu'ils vont opter pour un système à 4 derrière ou un système à 3 derrière? Les supporters sont en plein débat. On ne sait pas trop dans la tête de Nagelsmann quelle est la tendance, même si je pense que ce sera Stanisic plutôt que Cancelo au vu des derniers matchs de leur côté. Mais dans tous les cas, Nagelsmann est aussi un entraîneur qui a une petite réputation en matière de dinguerie sortie au dernier moment sur des matchs à élimination directe, un petit peu comme Pep Guardiola. On espère qu'il en fasse une, parce que on en serait évidemment très content, très friand, il faudrait en profiter. Bon bref, on y reviendra dans cette vidéo. On va pas revenir sur les matchs contre Nantes et Marseille, mais plutôt les dynamiques, bien évidemment, qui sont positives. Voilà, ça fait plaisir. Quand ça va pas, on est là pour critiquer, on est là pour remettre en cause, parce qu'il faut le dire, bien sûr, on est supporter, mais on n'est pas là pour les protéger tout le temps. Il faut évidemment être exigeant avec un club qui veut gagner la Ligue des Champions, c'est le b.a.-ba. Quand ça va bien, il faut le dire. Commençons par Bappé, ça me paraît logique de commencer par notre facteur X. Si on se qualifie mercredi, c'est évidemment parce qu'il aura sorti un gros match, parce qu'il aura marqué au minimum
un but, tout simplement, c'est le patron de cette équipe. Il est extraordinaire, meilleur buteur de l'histoire du club, on va pas faire tout le blabla. J'aimerais juste m'arrêter sur sa qualité de centre, parce que c'est ce qui a été mis en avant sur les 2 matchs-là. Contre Marseille, le but de Messi, c'est un centre à ras de terre de Mbappé. Le but de Danilo contre Nantes, c'est un centre, alors extérieur du plié, dans les airs et depuis le côté droit. Ce qui illustre bien sa palette dans cet exercice, et j'en parle très souvent dans mes vidéos. Il y a plein de buts. Danilo, je crois qu'il lui avait déjà offert un but la saison dernière contre Saint-Etienne. C'était déjà en février, je crois. C'était dans l'entre-deux matchs du Real, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a le but d'Icardi en septembre 2021 contre Lyon. Je crois qu'il y a aussi le but de Wijnaldum, égalisateur contre Lens en décembre 2021 sur encore une fois un centre de Mbappé. Bon bref, il est capable de centrer avec n'importe quelle surface du pied. Extérieur, intérieur, centre enroulé, centre à ras de terre, centre à mi-hauteur, centre vraiment très haut pour du jeu de tête. Donc là-dessus, j'aimerais vraiment mettre en avant cette qualité. Ça fait très plaisir de le voir exceller et voir du monde un petit peu dans la surface. Et pour cet été, le mercato, bien évidemment qu'on continuera la propagande. Il faut absolument lui mettre un point de fixation, quelqu'un qui reprend ses centres dans la surface, parce que c'est pas qui va le faire, c'est pas Messi ou Neymar non plus, il lui faut absolument ce numéro 9, qu'est Giroud en équipe de France, qu'a été Falcao avec lui à Monaco, Icardi dans le 4-4-2 au moment des 4 fantastiques, Cavani aussi à ses débuts au PSG, même si Mbappé était quand même un tout autre joueur à ce moment-là. Bref, il faut absolument recruter ce mec-là. Ça, Luis Campos, il l'a identifié. C'est pas comme l'ailier droit, où il a eu besoin de 6 mois pour se rendre compte qu'on en avait besoin. Là, il pistait Scamacca dès le mois de juin, il voulait aussi Lewandowski. Au final, il a fait Ekitike. Bon, ça, allez savoir pourquoi. Bref, je suis extraordinaire. 10 jours sans vidéo, et je peux pas m'empêcher de revenir à Luis Campos. Désolé. Passons à Vitinha, qui est quand même très bon. Je l'ai beaucoup critiqué. Je trouve à raison, parce que les gens l'ont... J'étais étonné de voir les gens aussi peu exigeants avec lui. C'est quand même un jeune joueur qui a coûté 40 millions et qui a quand même fait 4 mois où il s'est perdu dans son football. Et les gens continuent à le défendre, mi-janvier, début février. Là, son classico est quand même très très réussi. Il est enfin de retour, bon, avec le ballon, plus de personnalité. Aussi, dans le dernier tiers, il a quand même apporté, fait des gestes un petit peu décisifs, même si ça s'est pas ressenti au tableau d'affichage. Et puis, les déplacements sont de nouveau très efficace, très efficient. Fabien Ruiz, pareil. Il a fait un bon classico, même si Fabien Ruiz, c'est un petit peu plus à nuancer. Vitinha fait un très bon classico. Contre Nantes, il est quand même un peu moins bon. Fabien Ruiz, il n'a pas non plus excellé sur l'un des 2 matchs, parce que, bon, à chaque fois, il a eu des grosses périodes, des quarts d'heure où il était vraiment bon, il arrivait, voilà, à faire des passes vers l'avant, à se positionner entre les lignes, mais il y a eu d'autres moments où il perd quelques duels, il fait des passes latérales qui t'énervent un petit peu, donc voilà, ça reste un petit peu à nuancer pour Fabien Ruiz. Il y a eu dans les médias un débat concernant Neymar, qui est absent, qui est forfait contre le Bayern, même avec la Seleção, il n'a pas été appelé, donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Il y a des gens qui disent, oui, si Vitinha et Ruiz sont meilleurs, c'est parce que Neymar n'est pas là. Ça me paraît être des analyses assez limitées quand même. Bon, déjà parce que les médias en profitent. Hein. L'article de Dominique Sévérac la semaine passée, j'ai rigolé, j'ai craché mon café quand je l'ai lu, parce que il en fait des tonnes, évidemment. Ils en profitent comme d'habitude, les médias, parce que d'un côté, c'est une évidence, personne ne pourra nier le côté de Neymar. Neymar, c'est un joueur de rupture. Évidemment que pour ses partenaires, c'est compliqué de jouer avec Neymar. C'est quelqu'un qui va toujours chercher la passe, la solution la plus difficile, à dribbler, qui va, quand il est dans un mauvais jour, s'enfermer dans ses dribbles, qui va toujours chercher voilà, la verticalité, le risque, la prise de risque. Neymar, c'est vraiment un joueur de prise de risque. Et ça, il faut le comprendre en fait. Donc c'est soit tu le détestes parce qu'il y a trop de déchets, soit tu l'aimes parce que t'aimes ce football en fait. T'aimes la prise de risque. Les mecs qui veulent absolument que le ballon progresse, que l'équipe aille vers l'avant. Mais, dans tous les cas, pour ses partenaires, c'est une évidence, ça peut être compliqué de jouer avec lui. Je suis d'accord de ce côté-là. Maintenant, de l'autre côté, ça me paraît complètement démagogique de tout remettre sur Neymar. Bien évidemment que si Vitinha et Ruiz sont meilleurs, c'est parce qu'on est de retour dans un système à 3 en fait. Voilà. Le système à 3 a réussi à Vitinha en septembre, en août-septembre. Comme par hasard, quand on repasse en 4-4 de losange, il se perd un petit peu.
Pourquoi? Parce que le système à 3, tu as tes pistons qui sont bien plus hauts. Donc pour Vitinha, quand il a le ballon, ça lui fait plus de solutions. Avec Achraf et Nuno qui lui proposent dans la profondeur, voilà, des appels verticaux qui font progresser le ballon, ou à minima des passes qui ne le font pas reculer. Et ensuite, évidemment, sans ballon, la présence de tes pistons bien plus hauts et bien plus larges, bien évidemment que ça libère le milieu de terrain, bien évidemment que ton adversaire, son bloc est plus étiré, qu'il y a plus d'intervalle, que ton vis-à-vis est plus loin, que Vitinha a plus de temps pour se retourner, pour faire une touche en plus, pour lever la tête. Moi, je le vois plus comme ça, bien évidemment que c'est pour ça qu'ils sont meilleurs, Vitinha et Fabien Ruiz. C'est pas l'absence de Neymar. D'ailleurs, se réjouir de son absence pour le match contre le Bayern, je trouve ça absolument ahurissant, sachant qu'on va quand même se présenter avec Ekitike et Carlos Soler sur le banc. Je vois pas comment tu peux te réjouir de l'absence de Neymar, tout simplement, dans cette dimension-là d'abord, hein, parce que voilà, la 60e passée, Nagelsmann va faire rentrer Sadio Mané, Leroy Sané et Serge Gnabry, quand nous, on fera rentrer Warren, 16 ans, Ekitike, perdu, et Carlos Soler, perdu pareil. Et puis en plus, si on veut rajouter un petit bonus, parlons des séances de pénalty. Neymar est un excellent tireur de pénalty, si ce n'est le meilleur du monde dans cet exercice. Alors oui, avec le Brésil en décembre, il a merdé, parce qu'il a pris le 5e pénalty, il voulait la gloire, et au final, il s'est fait avoir. Pas de problème, là-dessus, il a été abruti complètement, Neymar. Mais là, mercredi, s'il y a une séance de pénalty, tu perds quand même une sacrée force. Même si je pense que Donnarumma est quand même très bon dans cet exercice, on n'oublie pas son Euro 2021, on a Messi, on a Mbappé, on a Ramos, se pose la question pour les deux autres, mais tu as quand même au moins 3 tireurs où il y a quand même 90% de chances que ça finisse dedans, quoi, qui sont vraiment des spécialistes en la matière. Donc voilà un petit peu mon avis sur les débats concernant Neymar. Bon, Ramos s'est trouvé un rôle, il est très bon. Dans les médias, ça nous dit que là, il a un rôle dans le vestiaire, mais ça, c'est évident. Hein. Il a gagné la Ligue des Champions plein de fois. C'est un vrai leader, on le sait tous. Là, il est libéraux. Ah, c'est marrant. C'est marrant parce que tout ce qu'on disait en septembre-octobre, c'est réalisé et ça marche en février. 3-5-2. Tu as enfin ton système à 3 avec tes pistons qui sont plus hauts. Ça me paraît aberrant de mettre 100 millions sur Hakimi et Nuno pour les faire jouer en tant que latéral dans une défense à 4. Tu as renforcé ton milieu de terrain, tu en as rajouté un. Et puis, Marquinhos est sur un côté, donc il a plus de situations de 1 contre 1, il joue beaucoup plus sur ses qualités, voilà, il a moins de couverture à effectuer, il joue plus avec ses jambes que sa tête, c'est-à-dire qu'il a moins de lecture du jeu, d'anticipation, plus de course vers l'avant, il peut courir derrière son vis-à-vis sans être inquiété par l'alignement, donc ça c'est très bien pour lui. Ramos, il est dans l'axe, donc il est moins sujet à des 1 contre 1, à courir vers son but, chose qu'il n'aime pas vu son âge et sa condition physique qui fait que mentalement, il est poussé plus à faire la faute, à aller au contact que jouer sur ses qualités de vitesse ou alors demander de la très haute intensité à ses muscles. Tout ça, on le disait en septembre-octobre. Très bien, parfait, ça fonctionne. On en est très content. Danilo sur le côté droit, ça me fait penser un petit peu à quand il était relayeur du 4-3-3 de Maurizio Pochettino, parce qu'il était relayeur, mais il couvrait plus Hakimi sur le côté droit, notamment en match aller au Parc contre le Real. Bon, la relation Mbappé-Messi, il y a des gens qui disent encore une fois, c'est parce que Neymar n'est pas là. Pareil, je rappellerai la relation Neymar-Mbappé, qui est tout aussi efficace que la Mbappé-Messi. On sait très bien que le problème dans ce PSG, c'est pas que Neymar soit pas là, que Messi soit pas là, que Mbappé soit pas là, c'est que les 3 en même temps, ça ne marche pas. Voilà. Il faut en sauter un des 3. Maintenant, c'est un autre débat lequel virer, mais il faut péter un des 3. Tout simplement. Quand il n'y en a que 2, ça fonctionne très bien. Quand il y a les 3, ça se marche dessus, c'est un petit peu plus compliqué. Et ça a globalement jamais marché. Je fais partie des gens qui pensent ça. Kimpembe blessé. Ça, ouais, je voulais en parler parce que tendon d'Achille, il se blesse tout seul, il sort dans le Classico, et ça, on est vraiment déjà très déçus pour lui. Il s'est fait opérer avec succès. Il ne sera pas de retour avant l'automne. Et puis surtout pour nous, cet été va se poser la question d'un recrutement, parce que Skriniar, il arrive. Super. Alors là, Skriniar, il arrive avec un salaire de titulaire. Très bien. Un profil un petit peu à la Sergio Ramos. Je caricature, mais je m'explique. C'est-à-dire que Skriniar, bloc haut en Ligue 1 face aux attaquants qui vont vite et qui sont
des contre-attaquants, je préfère prévenir. Il y aura des buts où Skriniar sera incriminé. Parce que il n'est pas très rapide, c'est plutôt quelqu'un qui excelle quand il défend bas. Donc, en Ligue 1, forcément, il y aura des fois, il va se trouver. Comme Ramos là, du fait de son âge. Ramos contre le Bayern, quand il fallait défendre dans sa surface, qu'on était dans nos 30 derniers mètres pendant une mi-temps, il a été extraordinaire. Skriniar l'aurait aussi été. Ce que je veux dire, c'est que, Kimpembe ou pas, on avait déjà la nécessité de recruter un défenseur dans un autre style que Skriniar, à savoir qui joue plus avec sa tête, anticipation, lecture du jeu. En gros, le remplaçant de Thiago Silva qu'on n'a jamais remplacé, parce que Marquinhos n'est pas bon dans la lecture du jeu, fuit un petit peu le duel, et doit jouer en avançant. D'ailleurs, Galtier a cité Thomas Tuchel en conférence de presse, je crois que c'était avant le match contre Nantes, en disant « Oui, c'est parfois dans un coin de ma tête de faire jouer Marquinhos au milieu de terrain. » Donc Kimpembe maintenant est blessé. C'est-à-dire que là, je pense qu'on va être obligé cet été de recruter un autre défenseur central, gaucher de préférence, capable d'évoluer avec quand même une certaine intelligence de jeu, plus qu'une rigueur au duel, parce que ça, tu l'as trouvé chez Skriniar. Donc là, ça va être compliqué. En plus des dossiers au milieu et en attaque. Bref. Et ensuite, tu auras la question de la prolongation de Kimpembe, parce que son contrat se finit en 2024. Il va revenir fin 2023. C'est-à-dire qu'il va revenir, il va lui falloir un gros mois pour au moins retrouver une forme physique optimale, donc au moins 2 mois pour que les prestations suivent, et donc à ce moment-là, il lui restera 6 mois de contrat en fait. Est-ce que tu le prolonges? Là, c'est très compliqué, ça divise. Moi, je pense qu'on peut déjà se prononcer, puisque de toute façon, rien va changer d'ici... À moins que cet été, on pose des millions et qu'on recrute 2 titulaires en puissance, ça m'étonnerait. Je pense qu'il faudra prolonger Kimpembe, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une importance vis-à-vis de ton centre de formation. D'habitude, je suis pas trop comme ça. Les aspects politiques, diplomatiques, ça m'intéresse pas trop, mais là... c'est quand même très important. Dans le vestiaire, vis-à-vis des jeunes, des supporters, c'est quand même quelqu'un qui dégage quelque chose, qui, lorsqu'il est à son top physiquement et en termes de performance, a un sacré niveau, de sacrée référence au plus haut niveau, même si, je suis d'accord, jurisprudence Juan Bernat, si on le prolonge, évidemment qu'il ne faudra pas de revalorisation salariale, et peut-être même une baisse de salaire. Quoique, il est déjà dans les plus petits salaires de l'effectif, je crois. Enfin, pas les plus petits, mais... les salaires moyens, quoi. Il n'est pas au niveau de Marquinhos, Verratti et tous les autres cadres. Ramos, Keylor Navas, par exemple. Voilà. Il y a eu l'affaire Hakimi. Bon, je terminerai là-dessus et le reste, je le reprendrai demain parce qu'on est déjà à 17 minutes. L'affaire Hakimi. Bon, je vais m'exprimer dessus et j'en parlerai plus parce que ça a beaucoup fait parler. Je vais m'expliquer comme ça. Moi, je suis quelqu'un, j'adore parler avec tout le monde. Voilà, même parler avec les léosexuels, les mecs qui adorent Neymar, qui supportent les joueurs avant les clubs, je les déteste, mais débattre avec eux, allez, ça ne me dérange pas. Tu vois ce que je veux dire. Je suis apte à parler avec n'importe qui développe n'importe quels avis, parce que c'est la liberté d'expression. Mais s'il y a bien un type de personne avec qui je déteste parler, c'est ceux qui ouvrent leur bouche sur ce genre d'affaires, alors que la justice n'a pas rendu son verdict, alors qu'on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Voilà. Les mecs qui disent Hakimi innocent, la femme elle a fait ça que pour l'argent. Je suis désolé, ou alors ceux qui incriminent Hakimi, ça va dans les deux sens en fait. Je déteste ça. Laissons la justice faire son travail. Aujourd'hui, il y a 2 possibilités. Soit Hakimi est déclaré coupable par la justice, et dans ce cas-là, il faudra prendre des décisions très, très fortes. Soit il est déclaré innocent, et bon, là, voilà. On fera les discours qu'on fait sur les filles qui font les machins, avec les stars et tout ça. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, en fait. Pour l'instant, on ne sait pas. La justice travaille, n'a pas rendu son verdict. Il est mis en examen, mais fermons notre bouche, et on parlera après, quand on aura une des 2 solutions que j'ai exposées, tout simplement. Mais aujourd'hui, on est dans le brouillard, on est dans un tunnel. Franchement, je ne comprends pas. Parfois, il faut savoir un petit peu fermer sa bouche, éviter de s'exprimer surtout. Mais ça, de toute façon, c'est une caractéristique de notre société actuelle. Parler, développer un avis sur tout de tout, même quand on ne sait rien et que quand ce n'est pas dans notre domaine de compétences. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve
demain, tout simplement, pour parler de Bayern PSG, les compos et tout ça. Ciao les amis.